Aïe. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. En finir avec l'accumulation des réformes pour enfin avancer en profondeur dans la refonte de l'école. C'est ce que propose Baptiste Larseneur, spécialiste des questions d'éducation à l'Institut Montaigne. Il sera avec nous dans quelques minutes. Dans la seconde partie de cette émission, nous retrouverons Louisa Garotiard pour sa chronique. Elle fera la lumière sur le changement d'heure et son origine. Mais avant ça, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la révolte des syndicats suite à l'annonce de la modification de la règle des arrêts maladie dans la fonction publique. Ce gouvernement déteste les fonctionnaires, ceux qui œuvrent à l'intérêt général et font tenir à bout de bras les services publics. Voici ce qu'a posté sur son compte X Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, le syndicat national des enseignements du second degré. L'exécutif vise les 5 milliards d'euros d'économies, alors qu'aujourd'hui s'ouvre l'examen du projet de loi de finances sécurité sociale 2025 à l'Assemblée. Le gouvernement a annoncé la révision du système des arrêts maladie dans la fonction publique pour une économie d'1,2 milliard d'euros. Objectif, passer d'1 à 3 jours de carence. Un fonctionnaire toucherait désormais 90% de son salaire contre 100%. La volonté serait de s'aligner sur le secteur privé. On écoute Manuel Bompard, député et coordinateur de la France Insoumise, qui s'est exprimé ce matin au micro de France Inter sur la volonté du ministre de la fonction publique de s'aligner sur le secteur privé. Par ailleurs, quand on fait ce type de comparaison entre le privé et le public, on omet généralement de dire que, par exemple, dans le public, les salaires sont plus bas, qu'il y a une partie plus importante de la rémunération qui est sous forme de prime. Là, je parle, par exemple, sur la question du plafonnement à 90% des indemnités en cas de congé maladie. Bref, je trouve que c'est une manière scandaleuse d'essayer de faire des économies en pointant du doigt les fonctionnaires, alors que s'il y a de la souffrance au travail aujourd'hui dans la fonction publique, il faut lutter contre les raisons de cette souffrance au travail. Quelques précisions, dans le secteur privé, 90% de la rémunération pour le premier mois. Ensuite, elle dépendra de l'ancienneté du fonctionnaire. Dans le secteur public, 90% de la rémunération pour les 3 premiers mois. Ensuite, la rémunération passe à 50%. Voici ce que confiait Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, au micro de RTL ce matin. Propos recueillis par Pierre Coplot. Ça s'apparente à une mesure que je qualifierais de fonctionnaire bashing. Le gouvernement a 2 discours. Merci aux agents dans un certain nombre de situations. En parallèle, on leur fait payer les jours d'arrêt de maladie et après, on les paye plus. Donc, c'est profondément injuste. On appelle le gouvernement à revenir en arrière. La mobilisation n'est pas à exclure quand on regarde tout ce qui arrive aujourd'hui. Alors Louisa, quelles sont les justifications du gouvernement face à cette nouvelle piste de réflexion ? Une forte augmentation de l'absentéisme dans la fonction publique depuis une dizaine d'années. Voici l'argument avancé par l'État qui souligne que le nombre d'absences est passé de 43 millions de jours en 2017 contre 77 millions de jours en 2022. Pour ces modifications ne seront pas concernés les congés maladie graves, les accidents de service, les affectations longue durée liées à la grossesse ou encore les congés pour invalidité. Report de la charge de travail, remplacement de dernière minute, désorganisation des services. Les agents publics sont les premières victimes de l'absentéisme. Pour eux, nous devons avoir le courage d'agir. Voici ce qu'a posté Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, sur son compte X. On poursuit ce journal près de Rennes où un enfant de 5 ans a été gravement blessé par balle dans la nuit de samedi soir. Le petit garçon de 5 ans a été touché à la tête par 2 balles samedi soir alors qu'il se trouvait dans la voiture de son père. Voiture en pleine course-poursuite puisque d'après les dernières informations connues par le service des stupéfiants, le père de l'enfant était poursuivi par des individus cagoulés qui ont ouvert le feu. Le pronostic vital du petit garçon reste engagé à ce jour. Ce drame est intervenu après une fusillade sur fond de trafic de drogue. On arrive au summum de la criminalité, de l'horreur, déplore David Lévaux, secrétaire général du syndicat Bretagne Unité. Voici ce qu'il confiait au micro de France Bleu Armorique, propos recueillis par Denis Souillat et Martin Dufaux.
Là, on arrive quand même au summum de la criminalité, au summum de l'horreur. Il y a une guerre des gangs qui se fait depuis des années et c'est match aller, match retour. Malheureusement, dès qu'il y a des individus qui veulent prendre le terrain, parce que vous avez bien compris que c'est deux bandes rivales qui veulent s'approprier le terrain, parce que le trafic de stupéfiants, c'est une manne financière énorme. Ça tire, ça tue, ça blesse. Ils sont complètement désinhibés. Les alentours, ça les intéresse plus. Qu'est-ce qui se passe autour? S'il y a des gens, s'il y a des mineurs, eux, c'est la guerre de gang. Tu as tué l'un, moi je vais tuer le tien. Là, on en parle d'un enfant de 5 ans qui est entre la vie et la mort. Lui, il n'avait rien demandé. Peu importe que faisait son père, peu importe s'il était dealer ou pas. C'est un gamin de 5 ans, lui, il n'a rien demandé, il demandait qu'à vivre. On l'avait dit depuis des années que ça arriverait un jour ou l'autre. Malheureusement, force est de constater que c'est arrivé, malgré tous les avertissements qu'on avait donnés. Quant au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, voici le message qu'il a publié hier sur son compte X. Je cite: « Cette nuit, un enfant de 5 ans a reçu une balle dans la tête dans une fusillade liée au trafic de drogue à Morpas près de Rennes. 5 ans, la gangrène du narcotrafic est en train de pourrir des quartiers entiers partout sur le territoire. La guerre que nous devons mener doit être totale. J'ai demandé l'envoi de la CRS 82 pour protéger les habitants des narco-racailles qui contrôlent ce quartier. Le nouveau préfet de région, Amaury de Saint-Quentin, prendra ses fonctions demain et aura à charge de mener immédiatement cette guerre. » Didier Migaud, le ministre de la Justice, a affirmé sur le plateau de BFM TV, je cite: « Il ne faut pas que l'État soit impuissant face à cette menace gravissime et grandissante du narcotrafic. » On se rend désormais à Flers, dans le département de l'Orne, où le maire s'insurge contre l'éducation nationale qui ne va plus payer les aides pour 2 petites fillettes handicapées. Alors que depuis le début de l'année scolaire, les 2 fillettes en situation de handicap bénéficient d'une aide AESH accompagnante des élèves en situation de handicap, l'éducation nationale a décidé de retirer cette aide, mais aussi le midi et les vacances de la Toussaint afin de supporter les fillettes. Le maire Yves Goisdoué, dans un post sur sa page Facebook, s'est exprimé: « Depuis des années, j'ai vu beaucoup de choses. La situation que j'ai eu à traiter hier dépasse l'entendement. Je m'explique. La loi du 27 mai 2024, c'est son article 2, prévoit que les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et le temps de la pause méridienne. Ce n'est pas difficile à comprendre. Nul besoin d'avoir fait 10 ans de droit. La pause méridienne dans le jargon, cela veut dire le midi, en clair, de 11h30 à 13h30. » Alors connaît-on les motivations de l'Éducation nationale concernant cette décision ? D'après le maire, toujours dans son post Facebook, ses services lui ont précisé, je cite, « Ils ne veulent pas appliquer la loi de la République et tentent de s'appuyer pour cela sur une obscure note de service publiée au cœur de l'été. Il précise que les fillettes seront bien reçues dans l'établissement scolaire avec les accompagnantes et si besoin, il fera recours aux juridictions administratives. » Un numéro vert existe afin d'accompagner les parents dans la scolarisation des enfants en situation de handicap. Je vous le donne, il s'agit du 0 805 805 110. Toutes les informations sont à retrouver sur le site éducation.gouv.fr, onglet Actualité, rubrique La scolarisation des élèves en situation de handicap. Et on termine ce journal avec la création d'un prix littéraire des tout-petits grâce aux bibliothèques et médiathèques de Parthenay-Gâtine, située dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine. Oui, du 18 novembre au 15 mars 2025, les 15 bibliothèques et médiathèques de Parthenay-Gâtine vont permettre à leurs très jeunes lecteurs de choisir entre 6 livres sélectionnés afin d'élire le prix littéraire des tout-petits. Objectif, valoriser et mettre en avant la littérature jeunesse et créer des synergies entre enfants, parents, adultes et bibliothèques. Chaque établissement fera découvrir les 6 ouvrages aux enfants de toute petite et petite section de maternelle. Concernant les votes d'après Ouest France, je cite, « Le vote est le reflet du choix de l'enfant. Si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même ce choix, l'adulte accompagnant est invité à observer les réactions du tout petit et à compléter le bulletin de vote en fonction des préférences de l'enfant pour son livre préféré. » Et on leur souhaite de beaux moments de lecture. Merci beaucoup Louisa. Des ministres qui se succèdent depuis le début du quinquennat, autant que de réformes qui s'empilent. Et si on apprenait à avoir une vision à long terme, c'est ce que propose notre invité dans une tribune au journal Le Monde. On en parle tout de suite avec lui sur notre plateau. Baptiste Larsonneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions d'éducation à l'Institut Montaigne. Vous êtes également consultant du cabinet Pergamon. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le Grand JT. Vous avez coécrit avec Ali Saïb une tribune dans le journal Le Monde où vous plaidez pour des réformes stables. Je vous cite, « Ce n'est pas par de perpétuels ajustements dictés par des objectifs souvent politiques et de court terme que nous construirons l'école de demain. » Vous plaidez le temps long ? Oui. Ce qu'on constate, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois,
même quelques années, on assiste à une frénésie de réforme. Et ce n'est pas comme ça que nous allons construire l'école de demain. Si on dresse une espèce de tableau rapide de ce qui est en train de se passer, si on regarde ce qui se passe du point de vue des familles, on a une véritable crise de défiance à l'égard de l'école. 70% des familles nous disent qu'elles n'ont plus confiance en l'école. On a une crise de défiance chez les enseignants aussi, dont 7% considèrent seulement que leur profession est reconnue. Donc il y a besoin de stabilité pour restaurer de la confiance et il y a besoin d'avoir des politiques qui soient engagées sur le temps long. Et on s'est accommodé, je dirais depuis plusieurs années, à ce que chaque ministre de l'Éducation nationale, parfois même au sein de la même majorité, détricote ce qu'avait fait son prédécesseur. Donc il faut qu'on se fixe des lignes très claires. Et il y en avait une qui est établie, peut-être qu'on reviendra sur les enjeux budgétaires, qui était la priorité donnée à l'école primaire. Là, on voit qu'on a un coup d'arrêt qui est clairement donné à cette politique-là. Et puis ensuite, sur la formation des enseignants aussi, qu'on a détricoté de nombreuses fois. Donc il faut avoir des politiques stables et c'est comme ça qu'on aura une école plus performante demain. On va en parler bien sûr de toutes ces réformes et de ces mesures déjà qui sont soit en place, soit en suspens justement. Mais à vous lire, on pourrait penser que les ministres joueraient d'abord effectivement leur image, vous dites, en cumulant les réformes successives plutôt que d'œuvrer pour le bien public. Oui. On a des réformes qui ont pour, j'ai envie de dire, principal objectif de marquer les esprits. C'est de l'opportunisme ? Oui, il y a une part d'opportunisme. Il ne faut pas se cacher qu'il y a une part d'opportunisme dans les plans qui sont annoncés par les ministres successifs. On a eu une période, prenons la période de Jean-Michel Blanquer, si vous voulez bien, une seconde. Oui. On a eu une période de 5 ans avec une politique cohérente. Cohérente parce qu'on a engagé le dédoublement des classes, cohérente parce qu'on a mis en place des évaluations en début de CP, en mi-CP, qu'on a eu une politique axée sur l'école primaire. Cette politique, elle a donné des résultats. Elle s'est traduite objectivement par une amélioration de la performance des élèves en compréhension de l'écrit en CM1. Et ces résultats-là sont la conséquence de cette politique qui est engagée. Ce qui veut dire qu'on peut obtenir des résultats, d'ailleurs sur le court terme, pas forcément sur le long terme, en ayant une politique qui soit cohérente. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve, de la cohérence dans la politique. Et surtout, il faut éviter des réformes structurelles qui impactent les établissements de façon extrêmement importante et qui obligent les chefs d'établissement à faire preuve de beaucoup de résilience, notamment pour mettre en place les groupes de niveau, l'accompagnement personnalisé ou autre. Parce qu'à chaque fois, c'est des réformes structurelles qui bougent beaucoup les choses. Est-ce que ces réformes dont vous parlez manquent peut-être d'être entourées davantage de penseurs, peut-être de think tanks comme l'Institut Montaigne ou d'autres, vers le haut et plein d'autres, pour pouvoir justement réfléchir à l'éducation de demain? Vous dites, proposer soumettre, je cite, au préalable les réformes à une évaluation scientifique et à la réalisation d'expérimentations à l'échelle de circonscriptions scolaires. Ça veut dire quoi en langage français courant? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut se permettre demain d'engager des réformes structurelles qui impactent des millions d'élèves, c'est le cas des groupes de niveau par exemple, qui impactent des milliers d'enseignants sans qu'il n'y ait eu d'évaluation préalable? C'est ça la question. Nous pensons que non à l'Institut Montaigne. Donc nous pensons qu'il faut créer un comité indépendant de chercheurs indépendants, sans idéologie, composé de chercheurs nationaux, de chercheurs internationaux, qui évaluent l'impact de ces réformes. Ensuite... Mais, pardon, mais je rebondis. Si c'est indépendant, est-ce que vous pensez que vous serez écouté? Pardon, c'est une question toute bête, mais c'est le problème des infrastructures, enfin, de la structure de la société française aujourd'hui. Non, je pense que, en tout cas, les réformes seront discutées préalablement. Aujourd'hui, une annonce vaut engagement d'une politique structurelle. Là, si on a une étude préalable, une étude d'impact préalable, les politiques seront engagées une fois que le débat aura été instauré. Deuxième chose, il faut que les politiques, encore une fois les politiques structurelles, qu'elles soient d'ordre législatif ou d'ordre réglementaire, soient expérimentées au sein d'une circonscription, au sein d'une académie, avant d'être déployées à l'échelle nationale. Ensuite, il faut qu'elles soient discutées avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations de parents d'élèves, que ce soit les enseignants ou autres, pour pouvoir savoir quels sont les meilleurs moyens de les mettre en œuvre et qu'on puisse ajuster ces réformes globales à la diversité des territoires. Donc ça vous fait un plan en 3 temps, des études préalables, comme on le fait pour d'autres projets de loi, simplement on ne le fait pas pour l'éducation, ensuite des expérimentations, et ensuite une discussion globale avec l'ensemble des parties prenantes. D'où le temps long, parce que ça prend un certain temps tout ça. Oui, mais pas nécessairement. Regardez, on l'a fait, le dédoublement des classes avait été expérimenté, je pense à la mallette des parents qui avait été expérimentée, donc c'est quoi une année sur l'échelle de l'évolution d'un système éducatif? Ce n'est pas grand-chose. Une année pour évaluer un projet, pour se donner les moyens de conduire ensuite des politiques qui sont stables et dont on sait qu'elles vont produire des effets bénéfiques pour les élèves et pour les enseignants, ce n'est pas du temps extrêmement long.
Donc à travers cette tribune, vous proposez plusieurs pistes, on l'a compris, pour construire l'école de demain. C'est l'expression consacrée, hein. Tout le monde la reprend ici. Chacun cherche effectivement à trouver la meilleure formule. Première piste, en tout cas, les rémunérations des enseignants, pour lesquelles vous fustigez les primes. Pourquoi ? Oui, sur les rémunérations. Alors, la question est complexe. Je voudrais partir peut-être de 2-3 constats. Oui. Premier constat, si on augmente les rémunérations, globalement, on va augmenter la performance des élèves. C'est ce que les papiers nous disent. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir attirer des élèves, des étudiants plus performants, et donc ça aura un impact sur la performance des élèves. Maintenant, si vous augmentez la rémunération de tout le monde, alors vous n'aurez pas mécaniquement une augmentation de la performance. Donc ça, il faut vraiment orienter ces augmentations de rémunération sur les entrants dans le système éducatif pour pouvoir attirer les plus performants. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce n'est pas la question de la rémunération qui fera demain que le métier sera attractif. Si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, si vous regardez ce qui se passe au Portugal, où on offre des rémunérations qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on offre en France, ils ont aussi des problèmes d'attractivité. Troisième point, j'y viens sur les primes. Oui, on s'est accommodé depuis des années d'un système de primes, ça veut dire que ça ne rentre pas en compte dans les retraites à venir pour ces enseignants. Ça a été le cas dans la réforme du pacte, c'est le cas pour notamment des primes qui sont versées aux enseignants en REP ou en REP+, pour stabiliser ces enseignants au sein de ces circonscriptions scolaires. Et donc on s'accommode d'une politique de primes. Et je pense qu'il faut un véritable audit de la politique salariale qui soit réalisé pour savoir où nous en sommes réellement de la politique de rémunération des enseignants en France et pouvoir s'atteler à avoir une véritable rémunération axée sur les salaires et non plus sur des primes. Vous dites qu'effectivement une hausse de la rémunération n'aura pas forcément d'impact sur le niveau des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants ne sont plus récompensés, hein, d'ailleurs, ni pour leur travail, ni sanctionnés, vous le redites. Et d'ailleurs, Philippe Neymo également le dit, rien ne les pousse à faire mieux. Est-ce que vous partagez le même constat ? C'est-à-dire que vous dites finalement, quand on est enseignant aujourd'hui, que je fasse plus ou que je fasse moins, ça ne changera rien. Oui, c'est une réalité, mais je voudrais d'abord commencer, parce que dans l'esprit catastrophiste ambiant, je ne le suis pas, par saluer la résilience des enseignants. On est dans une période extrêmement compliquée, où l'école est, j'ai envie de dire, percutée par les réseaux sociaux, par l'obscurantisme, par le retrait des parents, donc par des multiples réformes, souvent contradictoires. Donc je voudrais d'abord saluer leur résilience, et ensuite dire que, oui, quand on parle de plus-value scolaire, quand on parle de performance, ce sont des mots aujourd'hui qui sont bannis, qu'un ministre n'ose pas prononcer. Évidemment qu'il faut les prononcer. Et d'ailleurs, les enseignants eux-mêmes savent qu'il y a parmi eux des très compétents, des moins compétents, d'autres. Et donc aussi, et ils savent aussi qu'un certain nombre d'enseignants doivent être soutenus, doivent être aidés. Comment vous expliquez ? Attendez, pardon, parce que là, vous parlez d'évaluer la compétence. Ça veut dire que la rémunération sera en fonction de la compétence ? Non, je ne parle pas du tout d'évaluation mérite. Et l'Institut Montaigne n'a jamais parlé d'évaluation mérite, que ce soit bien clair. En revanche, si vous allez sur ce point, si vous me laissez une minute, je pense que nous pouvons complètement repenser le système d'affectation des enseignants. Vous savez, le premier déterminant de la réussite d'un système éducatif, c'est la qualité du travail des enseignants. Simplement, quand on se pose la simple question de savoir si on prend en compte cet effet maître pour affecter nos enseignants, la réponse est non. C'est-à-dire que, par exemple, on affecte au sein des zones d'éducation prioritaire les enseignants qui sont le moins expérimentés, qui sortent de formation initiale. Mais qui sont les plus motivés ? Pas nécessairement. On peut l'imaginer. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. En tout cas, qui sont les moins expérimentés et souvent de plus faible niveau académique si on prend en compte qu'on fait un deuxième concours dans l'académie de Créteil. Demain, si on veut par exemple pour la politique de dédoublement des classes, qu'elle produise totalement tous ses effets, il faut qu'on puisse affecter au sein de ces classes dédoublées en grande section de maternelle, en CP et en CE1, affecter les enseignants qui sont les plus performants. Et ça, on peut évaluer leur performance, c'est-à-dire leur capacité à faire progresser les élèves sur les fondamentaux. Il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui feraient moins progresser leurs élèves. Il s'agit de dire à ceux qui sont les plus performants pour faire progresser les élèves sur les fondamentaux, est-ce que vous souhaiteriez aller dans ces classes dédoublées au sein de ces zones ? Donc davantage d'évaluation nationale pour les enseignants ? Oui, en tout cas, on peut évaluer leur valeur ajoutée, notamment à l'école primaire, pour savoir s'ils font progresser davantage les élèves que d'autres enseignants. Et à partir de ça, la question n'est pas, encore une fois, je le dis très précisément, la question n'est pas d'instaurer une évaluation au mérite. C'est pas du tout ça. La question est d'avoir un système d'affectation des enseignants qui prenne en compte que le principal levier d'amélioration de l'école, c'est la qualité du travail de l'enseignant. C'est là-dessus qu'on doit jouer. Et donc d'avoir un système d'affectation qui se fonde sur cette vérité-là qui est démontrée depuis 50 ans.
cette évaluation à la valeur ajoutée, comment vous l'opérez-elle? Vous prenez, je vais essayer d'être très concret, vous prenez en compte les évaluations de CP par exemple, en début de CP ou en milieu de CP, et vous voyez sur quelques variables, l'affluence de lecture par exemple, quels sont les enseignants qui font le plus progresser leurs élèves. Et puis au bout de 3 ans, vous aurez des enseignants qui seront au-dessus de la courbe nationale. Évidemment, vous comparez des élèves comparables. Ne me dites pas, oui, les élèves ne sont pas comparables, donc on ne peut pas faire de comparaison. Si, vous comparez des élèves qui sont comparables, et au bout de 3 ans, vous voyez quels sont les enseignants qui sont au-dessus de la courbe nationale et ceux qui sont en dessous. Et à ceux qui sont au-dessus, vous pouvez très bien leur dire: accepteriez-vous d'aller enseigner dans ces REP ou REP+. Et à ce moment-là, vous faites une politique de rémunération pour inciter ces enseignants à y aller. Et là, vous aurez une politique de dédoublement des classes avec des enseignants qui sont extrêmement performants au sein des petites classes, qui va permettre demain d'avoir un système éducatif beaucoup moins inégalitaire et beaucoup plus performant. D'accord, donc ça c'est une part de rémunération en fonction de la performance. Si je parle de la rémunération de point de départ, c'est-à-dire pour tous les enseignants aujourd'hui, quelle est votre idée par rapport à cela? C'est-à-dire que comment fait-on pour aujourd'hui se dire qu'on n'est pas obligé de passer par le pacte enseignant pour juste gagner mieux sa vie en tant qu'enseignant? Plusieurs points. D'abord, trouver un chemin entre l'équilibre des finances publiques, l'impact de la rémunération sur la performance et répondre aux attentes des enseignants et de leurs représentants que sont les syndicats, c'est une voie extrêmement compliquée à trouver. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous rappelle qu'en 2023, on a mis quand même 3 milliards sur la table pour réévaluer les rémunérations des enseignants. Ce n'est pas rien, ce n'est pas suffisant. Les enseignants ont perdu 10 à 15% de pouvoir d'achat depuis les années 80, suite au gel du point d'indice, suite à la non-indexation du point d'indice. Donc on n'y est pas. Très clairement, ça a été réévalué, mais effectivement pas autant. On n'y est pas sur la rémunération. Donc il faut un effort supplémentaire et il faut, si on veut impacter la performance, il faut absolument qu'on poursuive encore l'effort en faveur des néo-enseignants sur les débuts de carrière et les milieux de carrière. On est, quand on compare la rémunération des enseignants français par rapport aux enseignants de l'OCDE, à peu près 10% en dessous en début de carrière, 20% en dessous après 15 ans. C'est là qu'est la priorité stratégique. Et l'augmentation pour tous, pour le coup, c'est une victoire des enseignants qu'ils avaient obtenue dans le cadre du pacte, puisqu'on avait 1,9 milliard sur les 3 milliards qui avaient été dans la rémunération socle, donc pour tous les enseignants, même si on avait réussi à orienter un peu plus vers les débuts de carrière. Pardon, vous parlez du pacte, hein. Donc travailler plus, il faut gagner plus, c'est pas une augmentation. Attention, le pacte, il y avait la partie socle, sans contrepartie, et la partie pacte, où on disait aux enseignants, si vous faites le dispositif devoir fait, si vous vous engagez dans les remboursements, dans les remplacements de courte durée, alors vous aurez, c'était ça la partie pacte. Mais il y avait aussi une partie socle sans contrepartie. D'accord. Bon, je comprends effectivement qu'il y ait plusieurs pistes, en tout cas, d'évaluation et de possibilités en fonction effectivement à la fois de la performance. Ces évaluations dont on a parlé à l'instant, est-ce que les inspecteurs ne suffisent plus pour faire cette même évaluation? Est-ce qu'il faut repenser le rôle des inspecteurs? Oui, il faut vraisemblablement repenser le rôle des inspecteurs. Les inspecteurs, vous savez, c'est le maillon central du système éducatif. Je l'ai dit pour les enseignants qui sont dans les classes, mais les inspecteurs sont ceux qui font le lien entre la rue de Grenelle et ce qui se passe au sein des salles des classes. À mon sens, chaque rapport qui est produit dans ce pays ne s'intéresse pas suffisamment au rôle des inspecteurs, qui est tout à fait déterminant. Aujourd'hui, ils ont des tâches administratives qui sont beaucoup trop importantes. Le rôle des inspecteurs est d'être dans les classes, d'être soutien des enseignants, d'être au soutien des enseignants. Ils doivent être le principal acteur vers qui les enseignants doivent pouvoir se tourner quand ils constatent leur incapacité à faire progresser leurs élèves, quand ils constatent nécessité de se former sur certains points. Et donc les enseignants doivent retourner dans les salles de classe. Maintenant, force est de constater que la liberté pédagogique n'encourage pas les enseignants à écouter ce que leur dit l'enseignant. On va y venir à la liberté pédagogique, effectivement, que vous fustigez elle aussi. Juste par rapport aux inspecteurs, vous pensez qu'ils doivent être davantage partenaires formateurs des enseignants? Oui. C'est une part de la formation? Oui, c'est une part de la formation. Et notamment... c'est pas le cas aujourd'hui? C'est pas suffisamment le cas. Et je pense que cette formation, je serais heureux d'en discuter si vous voulez ici avec un inspecteur, mais a été dévoyée. C'est-à-dire qu'il y a une tâche administrative qui est beaucoup trop importante. Ils doivent être vraiment les premiers soutiens des enseignants, en confiance, en travaillant avec eux en confiance. Je
rappelle plus votre question. Savoir s'ils doivent être partenaires formateurs pour les enseignants. Oui, partenaires. Oui, ils doivent être partenaires formateurs des enseignants. Ils doivent être à leur côté. Et à mon sens, le rôle des inspecteurs doit être totalement revu dans ce pays. Et encore plus présent. Et encore plus présent. Oui. Renforcer également la formation des maîtres d'école, notamment en mathématiques, afin de ne plus concourir à l'avant-dernière place dans les pays de l'OCDE. Est-ce que c'est aussi cela qu'il faut pour les enseignants, enfin les maîtres d'école, donc du premier degré? Oui, et je vais faire le lien, mais revenu ce que je voulais vous dire. On parle beaucoup de formation initiale dans ce pays, on parle un peu de formation continue, on ne parle pas de ce qui se passe quand les enseignants sortent de formation initiale et ce qui se passe durant leurs 2 premières années où ils sont au sein des classes. C'est ce qu'on appelle le fameux choc de transition. C'est là où il faut accompagner les enseignants. C'est vrai pour les mathématiques, pour les professeurs des écoles, et c'est vrai pour un rôle accru des inspecteurs de l'éducation nationale à ce moment-là. Ce moment-là est déterminant. Il faut qu'avant même la question de la formation initiale, qui est de toute façon politique, les choix qui sont faits depuis des années, quels qu'ils soient, sont des choix politiques en termes de formation initiale. En termes de formation continue, nous le savons, on a une formation continue qui est insuffisante. 18 heures de formation continue, ce n'est pas suffisant pour pouvoir engager une réelle amélioration et surtout répondre aux besoins des enseignants. Donc sur la formation des mathématiques, on connaît le problème, c'est qu'on a 80% des professeurs des écoles qui sont issus de filières littéraires. Donc on a un défaut de formation initiale en mathématiques, donc il faut accroître, le recours au parcours pluridisciplinaire post-bac pour accroître la formation en mathématiques. Et ensuite, une des propositions que nous formulons un petit peu iconoclaste pour le cycle 3, c'est de dire peut-être pourrions-nous expérimenter des professeurs spécialisés en mathématiques en classe de CM1 et en classe de CM2, ce qui aurait plusieurs avantages, mais au moins un avantage, c'est de ne pas former l'ensemble des enseignants, mais seulement certains enseignants aux mathématiques. Pour que je sois bien clair, c'est des professeurs spécialisés en mathématiques qui n'enseigneraient donc que les mathématiques au sein de plusieurs classes d'une même école primaire. Et puis le deuxième avantage, ce serait aussi de pouvoir mieux faire le lien avec le collège et la classe de 6e. Alors je l'entends, mais est-ce qu'on choisit sa formation quand on est enseignant ? Pour le secondaire, oui. Pour l'école primaire. Pour le primaire. Maternelle et élémentaire. Alors, oui, mais vous pouvez avoir. D'abord, je crois à la gestion dynamique des carrières. Je pense qu'il faut. C'est quoi la gestion dynamique des carrières ? Il faut que les carrières soient, mon sens, beaucoup plus dynamiques. C'est comme ça qu'on va pouvoir régénérer le métier d'enseignant et le rendre beaucoup plus attractif. Nous sommes pour que des enseignants du second degré puissent venir enseigner dans le premier degré, dans le cadre, par exemple, de ces enseignements de mathématiques qui sont repensés. Nous pouvons penser que des enseignants évidemment plurivalents à l'école primaire pourront demain choisir, pour une période donnée, après être formés, n'enseigner que les mathématiques durant 1, 2 ou 3 ans. D'accord, mais ma question c'est, est-ce qu'on peut choisir notre formation quand on est enseignant dans le premier degré ? Oui, pourquoi Non, c'est ma question, parce qu'effectivement, si on a besoin de former davantage de maîtres d'école spécialisés dans les mathématiques, comme vous le dites, puisqu'ils ont des formations davantage littéraires, il faudrait pouvoir faire une formation continue, effectivement, plus forte. Oui, une formation continue plus forte. Après, vous pouvez le faire. Tout ça doit se faire, en tout cas, dans notre esprit et de ce que nous proposons, sur une base volontaire. Quels sont les enseignants qui seraient volontaires pour enseigner les mathématiques ? Et auquel cas, nous nous donnons les moyens pour pouvoir former ces enseignants à l'enseignement des mathématiques. Lorsqu'on parlait de rémunération tout à l'heure, je voudrais faire le lien aussi avec la formation. Est-ce que vous êtes favorable à repenser les concours, effectivement, comme le CAPES, les concours de recrutement au métier d'enseignant ? Je suis favorable à ce qu'on stabilise définitivement la politique de formation dans ce pays. Je pense que quand on a masterisé, démasterisé, placé le concours en licence, puis là ce dont on discute, tout ça a un impact extrêmement fort sur l'attractivité du métier. Donc il faut stabiliser la politique de formation initiale, se décider, j'ai envie de dire, en concertation avec l'ensemble des acteurs une bonne fois pour toutes, et c'est extrêmement difficile de trouver un consensus avec l'ensemble des acteurs, mais qu'on stabilise une bonne fois pour toutes la politique de formation initiale dans ce pays. Et je vous l'ai dit, la priorité pour moi, c'est l'accompagnement des enseignants quand ils entrent dans le métier. C'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent, et c'est là-dessus qu'on doit repenser les actions des uns et des autres pour pouvoir mieux accompagner les enseignants. Je l'entends, mais c'est vrai que pour tous ceux qui nous regardent, j'ai souvent eu cette question de se dire pourquoi tous ceux qui ont raté de justesse, par exemple, le concours, effectivement, au CAPES ou un autre concours d'enseignement, ne peuvent pas pratiquer, finalement, pas ouvrir davantage ces concours-là, plutôt que de préférer l'emploi de contractuels formés en 4 jours. Alors, sur les contractuels, m'interroger sur les contractuels.
Aujourd'hui, les contractuels, c'est une espèce de voie d'urgence. C'est-à-dire, pour pallier les déficits d'enseignants, on va recruter des enseignants qui ne sont pas formés. Mais qui devient un peu la norme, c'est ça le problème. Ça devient un petit peu la norme et c'est assez regrettable tel que c'est le fait aujourd'hui, puisque vous n'avez pas de certification. Et ça va dans le sens de l'idée que n'importe qui peut devenir enseignant et peut être mis en classe devant des élèves. Cela n'est absolument pas une bonne chose. Cela, évidemment, impacte l'intégralité de la profession, ce qui ne veut pas dire qu'il faut, mettre de côté la question de la contractualisation. On peut penser une contractualisation intelligente, avec une certification, avec une formation à l'acte pédagogique, qui permettent d'envisager de façon plus soutenue les reconversions professionnelles. C'est d'ailleurs une contractualisation qui devrait être revalorisée. Et donc je pense que la contractualisation est un moyen pour pouvoir redynamiser le métier d'enseignant et pour pouvoir le rendre plus attractif. Je pense qu'aujourd'hui, on parlait des mathématiques, pas mal d'ingénieurs, peut-être en fin de carrière, pourraient aujourd'hui être attirés vers l'enseignement. Simplement, le système tel qu'il est aujourd'hui les rebute. Une contractualisation repensée peut permettre d'attirer ces profils-là. Encore faut-il qu'ils soient formés à l'acte pédagogique, parce que pour le coup, sur les mathématiques, on peut penser que les connaissances académiques, ils les ont. En revanche, l'acte pédagogique, ils doivent y être formés. C'est à ça qu'il faut s'y atteler. Et la contractualisation ne doit pas être écartée, mais doit être un moyen, un levier pour permettre demain de renforcer l'attractivité de ce métier. Dans le plan, effectivement, budgétaire proposé par Michel Barnier, on sait qu'il y a la suppression de 4000 postes enseignants, principalement en maternelle et en élémentaire. C'est vrai que c'est un peu antinomique avec tout ce que vous venez de nous dire dans la nécessité, effectivement, les besoins que l'on a pour apprendre à lire, écrire et compter. Alors, peut-être plusieurs choses. D'abord, tous les pays les plus performants qui ont amélioré la performance de leur système éducatif ont investi massivement sur le premier degré et sur l'enseignement supérieur. Nous faisons l'inverse. Nous investissons massivement sur le second degré, le collège et le lycée. Si vous voulez, depuis quelques années, parce que ça a été fait avant, en fait. Depuis quelques années. Voilà. Après, il y a un consensus sur la nécessité de réorienter notre investissement vers le premier degré. Depuis Vincent Peillon jusqu'à Jean-Michel Blanquer et encore hier. Là, très clairement, c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt qui est donné. Maintenant, ce qu'il faut mettre au crédit quand même de la politique qui a été conduite depuis plusieurs années. Les dédoublements de classes, c'est 20 000 postes qui ont été créés. L'augmentation massive du budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire plus 12 milliards depuis 2017, c'est 1 milliard par an de plus consacré au premier degré. Donc on a réorienté. Après ça se traduit par, je crois, 180 € d'investissement en plus par élève, donc ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai, quand le gouvernement nous dit qu'on a un taux d'encadrement qui est le meilleur qu'on ait jamais atteint dans le premier degré avec 21 élèves par classe, c'est exact. Maintenant, quand vous regardez la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 14 élèves par classe. Donc, si vous voulez atteindre un taux d'encadrement qui soit le même aujourd'hui qu'un pays comme la Finlande, qui reste une référence, il faudrait recruter des milliers de postes. Là, on en supprime 4000. Ce que je regrette un petit peu, c'est que cette baisse démographique qui est réelle, qui est très forte, aurait pu permettre de rattraper notre retard qu'on a sur la moyenne des pays de l'OCDE. Oui. Nous avions proposé, nous, à l'Institut Montaigne, de dédoubler les classes de moyenne section, pour faire un bloc moyenne section, grande section, CP et CE1 consacré à l'apprentissage des fondamentaux. Il ne reste plus qu'une minute et évidemment, je vais vous parler de pédagogisme puisque vous le dites très clairement dans votre tribune, trop de pédagogisme qui est à l'origine de la grande détresse de l'apprentissage des élèves et des enseignants eux-mêmes. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si j'ai écrit ça dans la tribune. Ah bon, j'ai peut-être écrit ça. J'ai peut-être écrit ça. Vous êtes deux en même temps à l'avoir signé cette tribune. J'ai peut-être écrit ça ailleurs. Non. Ce qui est certain, c'est que il y a un seul dénominateur commun pour pouvoir engager des politiques structurantes, sont les acquis de la recherche. Donc il faut se fonder sur les acquis de la recherche. Nous savons qu'il y a des pratiques pédagogiques qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins ou pas. Bon, c'est le lot classique en même temps. C'est le lot classique, mais on a une majorité d'enseignants aujourd'hui en classe de CP et CE1 qui utilisent encore des pratiques pédagogiques dont on sait qu'elles sont néfastes. Lesquelles ? Pour les compétences des élèves. Mais ça, vous regardez, j'ai produit une note notamment sur les inégalités scolaires, c'est pas quelque chose qui peut être résumé en 30 secondes, mais nous savons dans quelle mesure on apprend aujourd'hui à lire. Sur les mathématiques, on est moins bien doté pour le coup, mais sur la lecture, on sait bien faire, et donc il faut que les enseignants y soient formés, et la liberté pédagogique a ses limites, et ces limites, c'est le principe de responsabilité pédagogique. Vous en saurez davantage en lisant donc les tribunes de Baptiste Larsonneur qui sont diffusées donc sur la plateforme de l'Institut Montaigne, c'est ça ? On peut retrouver ? Oui, voilà. Les notes sont sur la plateforme. Exactement. Et je rappelle que vous êtes également consultant du cabinet Pergamon. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand JT. Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci. On marque une courte pause, à tout de suite.
Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Louisa, dans votre panorama cette semaine, vous revenez sur l'histoire du changement d'heure. Oui, car samedi, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Et il faut donc désormais reculer les horloges d'une heure. Je l'ai bien dit, reculer. Tout à fait. Et puis c'est normal parce que chaque année, on se pose toujours les mêmes questions. Va-t-on dormir plus ou moins? À quelle heure le soleil va-t-il se coucher? Pendant encore combien de temps va-t-on changer d'heure? Mais surtout, la question qui prime, c'est pourquoi change-t-on d'heure? Alors pour vous répondre, on va gagner 1 heure de sommeil. La nuit tombera entre 17h et 19h. Les débats sur le maintien du changement d'heure sont en stand-by. Quant à son histoire, je vous la raconte. Le premier changement d'heure remonte à 1916 grâce à l'Allemagne, suivi par la Grande-Bretagne afin d'économiser des ressources énergétiques. À l'époque, c'était le charbon. Il faudra attendre 1976 que la France les suive. Pour cause, le choc pétrolier de 1973 et l'explosion des prix du pétrole. Objectif du gouvernement, aligner les heures de travail sur les heures d'ensoleillement pour réduire l'utilisation d'énergie en soirée, énergie produite à l'époque par le fioul, et oui, ce combustible extrait du pétrole. L'utilité du changement d'heure est donc d'économiser de l'énergie. Est-ce qu'on peut quantifier cette économie d'énergie, justement? Eh bien, selon une étude de l'Agence de la transition écologique en 2009, ce changement permettait d'économiser 440 gigawattheures, ce qui représente une année d'éclairage pour une ville de 800 000 habitants, comparable à Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement d'heure est effectif en France, mais pas en Outre-mer, sauf pour Saint-Pierre et Miquelon. Pourquoi? Eh bien parce que cette Outre-mer est proche de l'équateur et donc leur durée d'ensoleillement est trop minibre et peu variable. En revanche, dans les années 80, toute l'Europe s'y est mise, mais on a dû attendre avant de choisir la même date de changement, sinon on était dans un patchwork et chacun choisissait sa date. Il a donc fallu attendre 2002 pour que tous les 27 de l'Union européenne s'alignent. Pour le reste du monde, c'est très variable. On a le Canada ou les États-Unis, par exemple, qui ont décidé de changer d'heure, mais d'autres pays sont pas convaincus par les bénéfices de ce changement d'heure, comme la Tunisie ou l'Argentine, par exemple. Et oui, en France, on se questionne aussi d'ailleurs sur ce changement d'heure par les politiques qui remettent en cause sa plus-value, notamment. Tout à fait. 48 heures plus tard, 48 ans plus tard, quand même. L'argument de l'économie d'énergie est-il suffisant? Eh bien, la réponse est non, notamment parce que l'éclairage public demande de moins en moins d'énergie. On pense aux ampoules basse consommation ou encore à LED. Et à ce propos, on va écouter Karima Deli, ancienne eurodéputée écologiste, au micro d'Europe 1.
au final, on voit que les économies d'énergie ne sont pas prouvées ou restent tellement marginales. On économise un peu d'énergie d'éclairage le soir, mais il y a des surconsommations, par exemple, du même ordre le matin pour le chauffage ou même le soir pour le trafic. Et on voit bien que lorsqu'on veut économiser de l'énergie, c'est pas du tout le changement d'ordre, n'est pas le moyen d'action majeur. L'Agence de la transition écologique prévoit même qu'en 2030, l'économie d'énergie sur les éclairages passera à 258 gigawattheures. Mais si on remet en cause le trop peu d'économie d'énergie, on note aussi d'autres arguments, notamment l'augmentation des accidents de la route. D'ailleurs, à ce propos, la sécurité routière nécessite la volonté de se rendre visible la nuit sur voie publique. Donc on peut mettre pour ça des petits accessoires réfléchissants, on pense au gilet ou encore au bracelet. Mais surtout, je ne sais pas pour vous Virginie, mais enfin, on peut être un petit peu en jet lag. On peut voir une horloge interne bousculée, les troubles du sommeil apparaissent, mais notamment chez les enfants. Voici ce que disait Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'INSERM sur Europe 1. On a tous dans notre cerveau une horloge interne qui définit des rythmes. Et les enfants sont en cours de développement et sont un petit peu moins flexibles. Ils vont avoir besoin de plus de temps pour s'adapter à la nouvelle heure, pour recaler leur horloge interne. Et Armelle Rancillac donne quelques conseils aux parents, notamment de retarder chaque jour l'heure du coucher et du dîner, ou encore de bien profiter de la lumière le matin et de moins s'exposer le soir. Bon alors côté spécialiste, on note donc moins d'économie d'énergie, une augmentation des accidents de la route et des troubles du sommeil. Qu'en pensent les citoyens européens ? Eh bien en 2019, selon une consultation publique de la Commission européenne, c'est près de 84% des répondants qui souhaitaient abandonner le changement d'heure 2 fois par an. Mais cette suppression devait être effective en 2021. 2021, Covid-19 oblige, il y a eu suppression et cette décision fut annulée. Sur le site du gouvernement, on peut lire le message suivant, je vous le cite. Ce texte sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. Pour conclure, je ne sais pas vous Virginie, mais nos prochains sujets de conversation concerneront sans doute l'arrivée de l'hiver, le manque de lumière. Ou l'éducation de manière générale, peut-être pas le changement d'heure, je pense pas. Je crois pas. Une baisse de morale à l'arrivée de novembre. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase que j'ai lue dans un article du Monde, article intitulé « Dépression hivernale, qu'est-ce que le trouble affectif saisonnier ?» Phrase qui dit, je vous la cite, « Le fait d'être déprimé en hiver ne signifie pas que l'on déprime à cause de l'hiver. » À méditer donc. À méditer. Et je vous propose de méditer pendant le meilleur de School TV avec le ZAP. Il y a beaucoup de variantes, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de spectre autistique. Mais il y a quand même quelques invariants. Ouais. C'est quoi les traits communs ? Alors, une interaction compliquée avec l'autre. Avec ses pairs, déjà, au naturel. Une difficulté, souvent on le dit, regarder les gens dans les yeux, c'est très compliqué pour ces enfants-là. Une volonté presque de se renfermer en permanence sur soi. Des difficultés d'apprentissage quelquefois. Pas que, mais quelquefois, c'est des difficultés d'apprentissage. Une motricité qui peut être un peu moins bien, des difficultés de sommeil, de troubles de l'oralité. Plein de petites choses. Hypersensibilité aussi. Ou hyposensibilité. C'est ça. Oui, c'est vraiment. C'est pour ça aussi que c'est extrêmement compliqué de définir exactement ce qu'est ce trouble du syndrome autistique et notamment du syndrome Asperger. Alors, une des raisons pour lesquelles vous faites le livre aussi, c'est pour casser les stéréotypes. Le message, si je le résume un peu à grands traits, c'est si vous avez vu Rain Man, vous n'avez pas forcément tout compris. Non, le film avec tout. Et puis c'est dommage de résumer tout ça à ça. Non, bien sûr, c'est des enfants qui sont formidables, qui nous apportent beaucoup. Il faut savoir un petit peu décoder en fait et les aider à décoder notre monde pour qu'ils puissent s'intégrer et que nous puissions les intégrer. C'est surtout ça. 6 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pour que ça touche des enfants aussi jeunes ? Alors c'est vrai que ça rejoint une première étude qu'on avait faite l'an passé, avec le soutien de Google d'ailleurs, sur les parents et les usages numériques. Et on s'était rendu compte que les parents mettaient leurs enfants à 5 ans devant les outils numériques et sur Internet et les laissaient seuls devant ces outils-là à 6 ans. Donc on s'était rendu compte effectivement que petit à petit, les usages numériques avaient énormément rajeuni et que c'était tellement banalisé finalement dans le cadre familial que les parents se rendaient plus compte effectivement de vraiment ce qu'ils faisaient. Et donc c'est vrai que quand on a retrouvé ces chiffres-là dans notre étude de cette année où on avait regardé les 6-8 ans, parce que c'est un baromètre qu'on fait chaque année en fait avec le soutien de la Caisse d'épargne, et donc c'est le 4e qu'on fait. Donc les années précédentes on avait étudié les 8-18 ans, et donc là cette année, fort de l'étude de l'an passé sur les parents, on s'était dit tiens, il faudrait peut-être intéressant d'aller regarder les 6-8 ans, mais on pensait que le chiffre serait bien plus faible. On s'était dit bon, on va
va trouver des chiffres assez marginaux. Et on s'est rendu compte finalement qu'en rajeunissant de 2 ans, en allant jusqu'aux 6 ans, eh ben, on trouvait les mêmes chiffres que l'année dernière sur les 8-10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'allait pas minorer la moyenne, pas du tout. Et qu'en fait, dès effectivement 6 ans, les enfants sont mis sur Internet, les enfants sont sur des réseaux sociaux, majoritairement, puisqu'il y a un autre chiffre qui est quand même assez flagrant, c'est qu'en fait, on a 67% des 6-10 ans qui sont déjà inscrits sur un réseau social. 67%, c'est-à-dire qu'on a près de 3/4 des enfants du primaire et des 6 ans qui sont inscrits sur un réseau social. Et justement, Christophe, à votre avis, pourquoi l'astronomie fascine-t-elle autant les jeunes notamment ? Alors, l'astronomie, vous savez, en fait, je pense que c'est pareil pour vous. Hein. Rappelez-vous un petit peu quand vous étiez petit et que vous avez pour la première fois, si vous vous en rappelez, vu le ciel étoilé l'été, vu tout ce cosmos un peu mystérieux, hein, qui nous pose questions, qui nous émerveille, qui nous fascine, qui n'a pas passé un peu de temps l'été à essayer de voir les étoiles filantes. Donc ça, c'est déjà le premier abord qu'on a hein, de l'espace, via le ciel en fait, tout simplement quand on est petit. Et puis après, ce mythe des astronautes, les fusées, comment en fait on peut aller dans un endroit qui n'est pas la Terre et qui n'est pourtant pas hospitalier du tout. Hein. Souvenez-vous du film Gravity, on voit bien à quel point c'est inhospitalier et pourtant les hommes ont réussi et les femmes ont réussi à y aller. Donc c'est ces rêves d'enfants, je pense, qui restent vivaces. Beaucoup d'enfants viennent à la Cité de l'Espace, de scolaires notamment, mais c'est ces rêves d'enfants qui restent aussi présents chez nous, un peu plus grands. Et puis vous savez, l'espace est en train de bouger énormément. C'est un peu un nouvel âge d'or hein, de l'espace. Il y en a eu un dans les années 60 avec l'émission Apollo. Là aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent et on essaie de raconter tout ça à nos visiteurs. Les émotions sont décuplées chez les Asperger, chez les jeunes Asperger. On passe de la colère à l'émotion, à la détresse. Toutes les émotions sont décuplées, mais en un instant. Et on a quand même quelque chose qui est très similaire chez tous ces Asperger, c'est ces crises qui sont récurrentes pour extérioriser tout ce qu'ils ont pu contenir dans la journée pour essayer de faire comme les autres, essayer d'être comme l'autre, parce qu'ils ont conscience... Ils ont cette obsession-là, ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait comme l'autre. Ils ont rajouté un petit peu. En permanence de vouloir être comme l'autre. Bouquin extrêmement riche, il y a plein de témoignages, il y a plein de solutions aussi. Je veux bien qu'on parle maintenant un petit peu des solutions, on ne va pas pouvoir toutes les donner. Il y en a une qui m'a intriguée, vous proposez d'utiliser des scénarios sociaux, social stories. Alors ça, continue l'anglais pour l'accompagnement de l'Asperger. Oui, en fait, c'est presque des jeux de rôle. Ouais, c'est exactement ça. C'est de les mettre en situation de manière à ce qu'ils puissent comprendre tout ce qui se passe dans une interaction. Ils ont ce souci de ne pas pouvoir interagir comme ils le souhaitent. Vous avez un exemple de ce genre de situation ? Mais dans la cour de l'école. C'est ça. C'est ça, tout simplement. Essayer de comprendre que dans la cour d'école, il va y avoir du bruit. Ça, généralement, c'est compliqué. Il va y avoir des cris. Et ça aussi, c'est compliqué. Et puis peut-être que je vais me retrouver seule. Donc ça aussi, c'est compliqué. Et en fait, de faire ce jeu de rôle et d'expliquer tout ce qu'il va y avoir autour de lui, l'amener à comprendre, à lui faire comprendre, et ça va lui permettre, à un moment, d'appréhender un petit peu mieux l'autre. Parce que son souci, c'est quand même d'avoir des amis. Parce qu'ils sont souvent seuls, ces petits Asperger. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas, forcément. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter à 6 ans seulement quand on parle de cyberharcèlement et même de harcèlement tout court? Même de harcèlement tout court, oui. C'est vrai que c'est la question des parents qui ont une grande inquiétude par rapport à ça, en ayant peur de passer à côté éventuellement d'un harcèlement que subirait leur enfant. Alors, première chose que je dis aux parents, déjà, c'est que votre enfant, il peut aussi être harceleur et il peut aussi être témoin. Et n'oubliez pas, quand vous éduquez votre enfant, à toujours l'envisager sous ces 3 aspects-là. Parce que, heureusement, c'est quand même une minorité d'enfants qui sont harceleurs. En revanche, la majorité sont témoins ou auteurs. Donc attention de ne pas non plus que voir votre progéniture comme une petite victime. Sachez qu'elle peut aussi, malgré elle, parce qu'elle est influencée, embarquée, pour plein de raisons qu'on peut comprendre, être finalement face à ces situations. Pour autant que si vous avez peur que votre enfant soit victime, c'est un peu une phrase toute faite, mais c'est une réalité, il faut être attentif à n'importe quel changement de comportement de votre enfant. Et là, il n'y a que vous qui connaissez votre enfant quand il va bien. Comment il est quand il va bien. On peut avoir plein de façons différentes. Il y en a qui sont très sociables, il y en a qui sont beaucoup plus calmes et isolés. Ils vont bien quand même. Donc s'il change, c'est-à-dire qu'il devient autrement. Donc évidemment, si c'est un enfant qui est très sociable, s'il a moins de copains, s'il sort moins, si les choses qui lui plaisaient d'habitude lui plaisent moins, s'il perd d'appétit, s'il est un peu mal au ventre avant d'aller à l'école, de façon systématique, si l'école vous dit qu'il passe beaucoup de temps à l'infirmerie. Voilà, il y a plein de signes. Si ses résultats scolaires sont un peu moins bons, mais il n'y a pas que ça. Voilà. S'il y a des faisceaux d'indices qui vous inquiètent, vous dites tiens, c'est bizarre,
en ce moment, il a changé. Posez-lui la question. Allez évidemment par l'école aussi pour savoir si eux, de leur côté, ont repéré quelque chose. Ça ne sera peut-être pas du harcèlement. Oui. Mais si ça en est, peut-être que vous aurez le plus de façons de le prendre en charge. L'une des nouveautés, effectivement, le Lune Explorer, une mission lunaire. La Lune, ça fascine toujours autant. Ça dure 40 minutes. Hein. La Lune, ça fascine toujours autant, évidemment. Et puis, vous savez, je parlais des missions Apollo, donc il y a une 50aine d'années. Là existe aujourd'hui les missions Artemis, mission américaine de retour vers la Lune. Alors, cette fois-ci, les Américains ne vont pas y aller tout seuls. Hein. Ils vont être aidés, notamment par l'Europe, par l'Agence spatiale européenne. Donc, on aura des astronautes européens qui vont tourner autour de la Lune. Ça, c'est signé. C'est un contrat entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Et il y a toute une actualité dans les 10 ans qui viennent autour de l'exploration de la Lune. Il y a les Chinois aussi qui avancent petit à petit, mais ils avancent. Et puis d'autres acteurs comme les Indiens ou d'autres agences spatiales qui vont aussi envoyer, peut-être pas des hommes, mais des robots. Donc c'est toute cette actualité lunaire aussi que l'on fait vivre au travers de Lune Explorer, cet équipement assez unique que j'ai décrit un petit peu tout à l'heure et qui permet de garder dans son corps la mémoire de ce qu'est un lancement spatial pour un astronaute. Christophe, ça, ce sont des activités à destination des plus grands. Qu'est-ce que vous proposez pour les plus petits ? Alors, pour les plus petits, en effet, on a, ce que je disais, ces divers supports. On a une cité des petits, vraiment une zone d'exposition qui est entièrement dédiée aux petits à partir de 3 ans, hein, où là, on va vraiment... on propose des dispositifs de découverte et d'éveil qui permettent aux plus petits alors de se prendre carrément pour des astronautes, hein, parce que ça, c'est le but du jeu. C'est là, on a tout un dispositif qui permet ça. Et puis aussi de mieux découvrir les planètes et l'astronomie. Donc ça, c'est dans les jardins, la Cité des Petits, entièrement dédiée. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard, le son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée, on se retrouve demain.